toujours. Ok, donc on va faire l'avant-dernier TD de PC3R. Je pense pas qu'on le fasse en entier, je pense que Christine elle a traité les 3 ou 4 premiers. On va quand même traiter les 4 premiers exercices. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les exercices 5 et 6. Je me souviens plus s'ils sont si pertinents que ça. L'idée c'est de se familiariser avec la programmation STRL, parce qu'il y aura un exercice d'STRL à l'examen. Vous avez droit aux documents, donc pour tout ce qui est... n'oubliez pas de venir avec soit des notes de cours, soit les transparents de cours imprimés dans un petit format, etc. Ou un récapitulatif que vous aurez fait vous-même sur les différentes commandes STRL, les await, machin, etc. Et puis, ça devrait pas être trop difficile non plus. Un exercice du type feu rouge, ou plutôt producteur-consommateur. Celui-là, je l'aime bien, parce qu'il y a une communication interne, donc plutôt du type de l'exercice 3 de ce TD que vous aurez à l'examen. En attendant, je suis désolé, mais j'ai tenté d'installer très vite STRL sous Windows pour qu'on puisse tester en TD et j'ai pas réussi. Est-ce que vous avez réussi à l'installer sur vos machines? Alors sous Unix c'est quand même plus facile. La seule chose à faire c'est qu'il vous faut les bibliothèques de compilation 32 bits. Parce que comme c'est un vieux truc, ça compile en 32 bits. Et du coup, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont réussi à installer STRL sur leur machine et à tester un programme? Donc globalement, ce qu'il vous faut, c'est... il vous faut télécharger la distribution de STRL. Ensuite, il faut l'installer. Et l'installer, en gros, ça veut dire mettre à jour les variables d'environnement. Et ensuite, quand vous écrivez votre fichier STRL, écrire machin.strl. Ensuite, vous avez accès à la commande strl machin.strl qui va vous produire un fichier machin.c. Et à ce moment-là, il vous fait faire un GCC avec plein d'options. D'ailleurs, je vais vous les donner parce que je sais plus si je les avais mis dans le cours ou pas. Ça va être GCC-M32 pour compiler en 32 bits. -O votre fichier, fichier.c. Et les options, il va y avoir un -i pour les include de la variable d'environnement strl include et un -l pour le linker de strl lib -l c simul. Donc ça vous donne la ligne de commande. Ça donne les différentes commandes à effectuer. Donc vous avez votre fichier strl. Votre fichier strl ici, c'est la description du système. Quand vous appelez strl sur votre fichier, vous récupérez un simulateur
en C. Le GCC, ça compile le simulateur. Donc là, vous avez un exécutable du simulateur. Et ensuite, il vous reste à appeler l'exécutable. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont réussi? Donc, comme il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a essayé, c'est ça? J'aurais peut-être dû vous le dire avant d'essayer. Donc, c'est pas nécessaire pour avoir une bonne note à l'examen d'avoir STRL sur sa machine, mais ça d'autant plus qu'il n'y a pas de TME. Hein. L'année dernière c'était facile parce que c'était sur... Enfin l'année dernière non, mais il y a 2 ans c'était facile parce que c'était sur les machines des salles de TP, donc finalement peu de personnes l'avaient installé sur leur machine, ils avaient juste fait les exercices. Ça peut vous aider parce que ça vous permet de travailler vous-même avec STRL. Maintenant c'est pas nécessaire, hein. Vous pouvez avoir 10 sur 10 à l'exo d'STRL à l'examen sans jamais avoir compilé STRL du moment que vous avez compris la syntaxe et la sémantique du langage, d'autant qu'on travaille sur des exemples qui sont quand même assez simples. Alors, donc on y va, on veut considérer, alors on considère dans ce premier exercice un module qui va représenter un compteur. Donc un compteur qu'on peut reset. Donc je crois que je l'avais montré en cours. Ouais, il me semble que je l'ai montré en cours. Donc c'est bien, on va le revoir maintenant. Donc en cours, on avait vu ce truc-là. On va avoir un 0 qui nous permet de reset le compteur. Peut-être c'est pas celui-là que je montre en cours. Enfin, c'est quelque chose d'assez similaire. Et ensuite, à chaque fois qu'il entend un signal qui s'appelle 1, il incrémente son compteur de 1. Quand il entend le signal 2, il incrémente son compteur de 2. Et il fait ça jusqu'à ce qu'il reçoive un signal 0 et il revient à 0. Et quand le compteur vaut 3 ou un multiple de 3, il émet un signal NB valué avec la valeur du compteur. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est face à la description d'un système en PC3R? C'est pas évidemment, vous vous souvenez du partiel, c'est pas quelque chose de particulier à STRL, c'est quelque chose de particulier à la programmation concurrente. Quand on se met en route sur un exercice, ou plus tard sur un projet, ou un morceau de programme, on commence par faire un schéma, notamment, parce qu'on est en programmation concurrente, un schéma de ce qui est partagé, c'est-à-dire un schéma des communications et des entrées-sorties. Alors du coup, on va faire le schéma ici, et on a quelque chose d'assez simple, puisqu'on a un unique module, qu'on va appeler ZUNDB, je ne sais plus pourquoi il s'appelle comme ça, ZUDNB, 0, 1, 2, NB, NB, je sais pas. Bon, ZUDNB, ça va être un module, et on va dire qu'est-ce qui rentre du module et qu'est-ce qui sort du module. D'accord ? Et plus tard, quand on aura des choses avec plusieurs acteurs, on pourra écrire nos différents modules et puis les communications qu'il y a entre ces modules. Alors on nous dit que ce module, il peut recevoir un signal 0 de l'extérieur qui remet un compteur à 0. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il va avoir une variable compteur. Il reçoit un signal 0 de l'extérieur, il peut recevoir un signal 1 de l'extérieur ou un signal 2 de l'extérieur. Et il émet un signal NB lorsque le compteur vaut un multiple de 3 à chaque instant. Donc là, on a un schéma d'entrée-sortie du module, et ça va nous donner le squelette du code STRL du module. On va pouvoir écrire module ZUDNB. On écrit ce qui arrive en input, donc les signaux 1, 0, 1 et 2, et on écrit ce qui sort du module. Donc on a un signal NB qui est évalué, donc il faut un signal NB, c'est un signal qui contient, un signal évalué, c'est un signal qui contient une valeur, donc NB reçoit un entier, et puis un signal reset pour émettre le fait qu'on s'est remis à 0. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse au corps du module. Et vous avez vu que dans notre dessin, ce qu'on a dit, c'est qu'on maintenait à l'intérieur du module une variable interne compteur qui va être incrémentée, enfin qui va être modifiée par les signaux d'input et qui va être
explicité dans les signaux d'output, enfin dans le signal d'output valué. Donc qu'est-ce qu'on fait? On crée un bloc var. Le bloc var, il définit un bloc dans lequel on a le scope d'une variable. On veut une variable entière initialisée à 0, et ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit var compte. Alors voilà, on a notre bloc var ici. Donc on a un compteur initialisé à 0 de type entier à l'intérieur de ce bloc. Et ce qu'on va avoir à l'intérieur, comme on a un comportement qui est un comportement de boucle, hein, on va avoir quelque chose qui tourne en permanence, qui s'arrête jamais, qui écoute les choses qui viennent de l'extérieur et qui produit des choses vers l'extérieur aussi, on va utiliser une structure loop. Et donc on va avoir un loop, end loop. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Eh ben, on peut être sûr que le compteur il commence à 0. Quand on est ici, le compteur commence à 0. Et en fait, cette boucle, ce qu'on va faire, c'est que on va la boucler à chaque fois qu'on doit être reset. Et donc, plutôt que de faire un loop and loop, alors attendez, je vais essayer de faire un autre dessin qui correspondrait à l'état du compteur. Donc, quand on reçoit 1, on fait plus 1. Quand on reçoit 2, on fait plus 2. Quand on reçoit machin à 0, et si on est un multiple de 3, on fait np de la valeur. Et là, c'est quand on reçoit 0. Bon, quand on réfléchit à notre module, on doit se poser des questions sur qu'est-ce qui est inclus dans qui est inclus dans qui. Hein, et là, on va voir qu'on a une boucle. Et ce qu'on peut dire, et ça demande de l'intelligence. Ça demande une certaine intelligence, ça veut dire c'est pas quelque chose d'automatique. Ça demande une réflexion, une vision, de dire qu'est-ce qui est le plus externe. D'accord? Est-ce qu'il faut que je fasse une boucle à chaque fois que je reçois 1 ou que je reçois 2? Est-ce qu'il faut que je fasse une boucle sur à chaque fois que je suis un modulo de 3 en premier? En fait, la boucle extérieure, on se rend compte que le comportement d'un module après un reset, il sera toujours le même. Après chaque reset, le comportement est identique. Et du coup, ça nous encourage à donner comme boucle extérieure la boucle qui tourne sur le reset, et de tout mettre à l'intérieur de la boucle sur le reset. Du coup, la boucle qui est à l'extérieur, c'est pas une loop and loop, c'est une loop each reset. Vous vous souvenez ce que c'est une loop each reset? C'est une loop qui se relance directement à chaque fois que le signal reset est présent dans un instant. Donc à chaque fois qu'on aura... alors c'est pas reset, pardon, le signal extérieur c'est 0. À chaque fois qu'on entendra 0 dans l'instant, on relancera cette boucle. Donc au début, on arrive dedans, et puis on revient au début à chaque fois qu'on a 0. Qu'est-ce qu'on retient de ce que je viens de dire? On retient que lors du design d'un composant STRL, parce que c'est ça qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est ça que vous devrez faire à l'examen, et c'est ça que vous devrez retenir aussi de cette partie-là, bien que STRL soit quelque chose de complètement legacy, c'est comment on design quelque chose, un module d'un programme concurrent. Bah ici, on réfléchit aux différentes manières d'emboîter les structures, et une manière qui nous paraît naturelle, c'est de dire, bah, si jamais on a un système qui peut revenir dans un état initial à chaque fois, il faut qu'on fasse la boucle qui le permet de revenir dans l'état initial à l'extérieur des autres boucles. Donc chaque fois qu'on va recevoir 0, on va revenir dans l'état initial, et l'état initial c'est quoi? C'est d'émettre le signal reset, et c'est de mettre sa variable à 0. Donc voilà pour la boucle externe. J'émets le signal reset, je mets mon compteur à 0, et maintenant qu'est-ce que je dois faire? Ben, la partie 0, elle est déjà traitée. Donc ce qu'il faut que je traite maintenant, c'est la partie de réagir aux signaux 1 et 2, et la partie de produire le signal MP. Alors comment je fais pour faire ça? Eh bien pour réagir au signal 1 et 2, il faut que je me mette à l'intérieur d'une boucle interne, qui va être la boucle à chaque instant. La boucle interne, c'est une boucle à chaque instant.
Et cette boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors je pourrais écrire ça au début. Je pourrais écrire present 1, then, si 1 est présent. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets dans mon compteur, je mets compteur plus 1. Si 2 est présent. Dans mon compteur, je mets compteur plus 2. Ça va. C'est un peu bébé. Si jamais... donc si 1 est présent, je mets ça. Si 2 est présent, je mets ça. Et alors, il faut que je mette des n present. Et ensuite, il faut savoir, est-ce que je vais émettre quelque chose vers l'extérieur? Et ça, on a dit que ça dépendait de ma variable interne. Donc je vais regarder, est-ce que ma variable interne, est-ce qu'elle est différente de 0? Et est-ce que, quand je fais modulo 3, elle est égale à 0? C'est écrit comme ça. Et si jamais, à l'examen, vous vous trompez sur la syntaxe des AND ou des modulos de STRL, on s'en moque. Évidemment, c'est pas ça qu'on évalue. Et ce que je fais, c'est que j'émets le signal NB, valué avec la valeur de mon compteur. Donc là, c'est pas mal. Donc je boucle. À chaque tour de boucle, je regarde si 1 est présent. Si oui, j'incrémente mon compteur de 1. Je regarde si 2 est présent. Si oui, j'incrémente mon compteur de 2. Si les deux sont présents, je vais incrémenter mon compteur de 3. D'accord? Et ensuite, je regarde si mon compteur est plus grand que 3 et qu'il est congru à 0, modulo 3, qu'il est divisible par 3. Si c'est le cas, j'émets le signal NB avec la valeur du compteur, avec la valeur du compteur qui va bien. Alors, est-ce que c'est bon d'écrire ça? Est-ce que quelqu'un peut critiquer mon programme? Qu'est-ce qui va pas dans mon programme? Alors ça fait appel, ça mobilise des choses qu'on a vues en cours il y a 3 ou 4 semaines, donc 4 semaines quasiment. Donc ça demande de creuser un petit peu. Est-ce que vous êtes capable de dire ce qui ne va pas dans ce programme? Hein, mon programme, il viole un principe très grave d'STRL. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Personne n'a envie d'émettre une hypothèse? Alors, si jamais vous n'y arrivez pas, il faut vous mettre dans la tête il faut que dans votre tête, vous simuliez ce qui va se passer dans l'exécution de ce programme dans STRL. Vous vous souvenez de comment ça fonctionne STRL? C'est quelque chose qui fonctionne avec des instants. C'est-à-dire, on a un premier instant, tous les éléments, tous les modules calculent pendant cet instant, jusqu'à ce qu'ils aient tous fini, et après on passe à l'instant suivant. Et après on continue, comme ça, etc. etc., etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, et ensuite, il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, imaginez que au premier instant, on ait 1 qui viennent de l'extérieur. Au deuxième instant, on a 1. Au troisième instant, on n'a rien. Et au quatrième instant, on a 1, 2. Et puis, au cinquième instant, on a 0, par exemple. Essayons de regarder ce qui se passe au premier instant. Au premier instant, il y a 1 qui existe dans l'environnement, mais pas 2 ni 0. Qu'est-ce qu'on fait? On arrive dans notre programme. Le compteur passe à 0. Donc là, on va mettre le compteur. Le compteur est à 0 au début de l'instant. Ensuite, on regarde si 1 est présent. Oui, donc le compteur passe à 1. Le compteur passe à 1. Est-ce que 2 est présent? Non, donc le compteur reste à 1. Est-ce que le compteur est plus grand que 3? Oui. Est-ce qu'il est congru à 0 modulo 3? Non. Donc on n'émet rien vers l'extérieur. Ça c'est les in, et ça c'est les out. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici, et on regarde, est-ce que 1 est présent? Oui, et donc le compteur passe à 2, etc., etc. Et vous voyez que là, on a un compteur qui diverge. Pourquoi? Parce que la boucle, elle tourne en continu. Hein. Une loupe, c'est juste une loupe, et donc elle tourne en continu ici. Donc on a, dans notre soupe, un programme. Alors en fait, on n'a qu'un seul programme, hein,
mais on pourrait imaginer qu'on met notre compteur dans un écosystème où il y a d'autres programmes, des programmes qui peuvent écouter NB et reset, et des programmes qui peuvent émettre 0, 1 ou 2, et on a un de ces programmes, qui est ZUNDB, qui calcule à l'infini au sein d'un même instant. Donc il ne termine jamais son instant. Et dès le premier instant, le programme, le module ZUNDB calcule à l'infini. Donc même s'il y a d'autres programmes avec lui qui s'arrêtent, lui calcule à l'infini, il finit jamais son premier instant. Ça, c'est interdit en STRL. Hein, ce qu'on veut, c'est un programme qui, au bout d'un moment, à chaque instant, laisse la main. D'accord? Sinon, ça ne sert à rien de faire du parallélisme si vous avez quelqu'un qui prend l'instant jusqu'à la fin du truc, il n'y a plus de notion d'instant, s'il y en a un qui calcule. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que mon programme ZUNDB ne monopolise pas l'instant en entier? Est-ce que vous savez me dire ce que je dois faire pour éviter qu'il monopolise? Alors, un pause, alors c'est très bien. Je peux écrire un pause ici. Pause, qu'est-ce que ça fait? Pause, ça attend la fin de l'instant. Pause, c'est la même chose que await tick. Est-ce que c'est la même chose que await tick? Non, c'est plutôt await immediate tick. Ouais, si, non, mais si c'est pareil. Et en gros, pause, ça veut dire qu'on attend la fin de l'instant. Et donc là, si j'attends la fin de l'instant, ça va bien se passer. C'est-à-dire que je vais passer mon compteur à 1, puis je vais attendre la fin de l'instant. Comme il n'y a que moi, l'instant va être fini, je vais passer à l'instant d'après. Donc à l'instant d'après, je passe le pause, je reviens au début de la boucle, 1 est présent, le compteur va passer à 2, etc., etc. On peut aussi faire un loop each tick, c'est possible. Ça marche aussi, c'est très bien, Paul. Et donc ici, il va passer à 2. Ici, il va rester à 2. Ici, il va passer à 5. Et ici, il va revenir, il va faire reset. Et il va revenir à 0. Et nulle part, il aura émis de valeur parce qu'il n'a jamais été conclu à 0, modulo 3. Donc effectivement, un loop each tick ou un loop pause à la fin, ça permet de faire quelque chose qui se synchronise avec les instants et qui va bien. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que dans un souci d'efficacité, c'est que ces tests de present 1 et 2, en fait, on les fait à chaque fois, même si les signaux 1 et 2 ne sont pas présents. Et donc, ce qu'on pourrait faire, c'est bloquer tout ce code à l'intérieur d'un... bloquer tout ce code à l'intérieur d'un... gardé par un await. Alors, c'est un peu différent ce qu'on a là. Regardez, on va avoir await 1 or 2. Et donc là, qu'est-ce que ça veut dire await 1 or 2? Ça veut dire on bloque et on attend. Alors il faut le mettre entre crochets. Et on bloque et on attend le signal 1 ou le signal 2. Tant qu'il n'y a pas le signal 1 ou le signal 2, on ne fait rien. Ça permet d'endormir le processus jusqu'à ce qu'il y ait le signal 1 ou le signal 2. Et quand il y a le signal 1 ou le signal 2, alors on fait cette chose-là et après on fait un compte. Et du coup, j'ai pas besoin de pause, puisque si jamais il y a un 1 ou un 2 dans l'instant, eh bien await, je vais louper je vais faire jusqu'à la fin, je vais relooper au début et je vais tomber sur un await, et on sait que await, quand on met pas immediate, ce que ça fait, c'est que ça attend la fin de l'instant avant de vérifier qu'il y a un 1 ou un 2. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à l'intérieur de la boucle interne, j'ai gardé mon code par un await sur les signaux 1 ou 2. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que la sémantique de ce programme, et donc la sémantique d'un programme STRL, c'est le fait de réagir, c'est comment il réagit aux stimuli extérieurs, est-ce que c'est la même que celle du programme précédent où je faisais un loop each tick, ou est-ce que où je faisais un loop pause à la fin? Est-ce que vous pensez que j'ai la même chose ici que ce que j'avais précédemment? Alors await ne fonctionne pas au premier instant, Paul. Await, ça bloque jusqu'à la fin de l'instant le processus, et ça commence à regarder les signaux à partir de l'instant suivant. Await immediate, ça regarde à partir de l'instant courant. Par contre, si on met un await immediate ici, et ben on retombe sur quelque chose qui n'a pas de pause, et donc qui continue. Alors, très bien.
C'est exactement ce que je voulais lire. Vous avez tout à fait raison, Paul. C'est la bonne réponse à ma question. On a une sémantique qui est différente ici. Parce que si au moment où on vient de reset, c'est-à-dire au moment où on vient de recevoir un 0, et on vient de reset notre compteur, s'il y a un 1 ou un 2 qui est présent, avant il était compté, puisque quand on était reset, on passait là, puis on regardait tout de suite s'il y avait un 1 ou un 2, alors que maintenant on est arrêté par le wait, qui attend la fin de l'instant, et qui commence à regarder la présence de 1 ou 2 à l'instant d'après. Et donc la sémantique est un peu différente, puisqu'au premier instant ici, on émet le signal reset. C'était déjà le cas avant, en fait. J'aurais dû... Au premier instant, on émettait le signal reset aussi avant. Mais comme on est bloqué sur le await, on ne voit pas ce 1. Et donc on reste à 0. Ensuite, à l'instant suivant, on attend un 1 ou un 2. On voit un 1, donc on passe à 1. On boucle et on se remet à attendre 1 ou 2. Là, à l'instant suivant, on n'est pas réveillé. Donc on reste à 1. Et à l'instant d'après, il y a un 1 ou un 2. On est réveillé du wait. On a 1 et 2, donc on passe à 4. Et ensuite, on est bloqué sur le wait 1, 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est toujours en train d'attendre 1 ou 2, sauf qu'on est à l'intérieur d'une boucle loop each 0. Donc comme il y a un loop each 0 et qu'on a un signal 0, on revient au début de la boucle, et on émet le signal reset, et on bloque sur l'attente d'un 1 ou d'un 2. Donc, avec le programme précédent, on peut arriver à un pause sans capturer un 1 ou 2 qui viendront plus tard dans le même instant. Alors non, Amine, c'est ce que j'essayais d'expliquer en cours sur la magie d'Esterel. Tout ce qui se passe dans un instant est simultané. Il ne peut pas y avoir de plus tard ou plus tôt dans un instant. En fait, il y a une espèce de magie qui existe dans le compilateur Esterel. C'est très intéressant, mais c'est aussi très compliqué. Il faudrait faire un cours entier sur Esterel. Et ce cours, il existe déjà. Et il est vraiment intéressant, mais c'est un cours du Collège de France de Gérard Berry. Donc si on regarde dans la magie d'Esterel, il y a un système, grâce à des automates, qui permet de faire en sorte que on peut deviner qu'il y a un 1 ou un 2 avant ou après. Ça change rien. Il y a des choses qui nous sont interdites, mais du coup, la différence entre le programme précédent et ce programme-là, c'est que si jamais on a 0 et 1 au même instant, si jamais on a un truc avec... Donc on a un premier... Imaginons qu'on a un premier instant qui est vide. Alors je vais mettre les instants. Ça c'est l'instant 1. Et ça c'est les in. Il n'y a rien du tout. Et à l'instant 2, on met un 1. Et à l'instant 3, on met 0 et 2. Et là on va mettre les out de notre premier programme. Et là on va mettre les out de notre deuxième programme. Notre premier programme, à l'instant 1, il émettait reset. Ensuite, il faisait un tour de sa boucle, il s'arrêtait sur le pause. Au tour 2, il voyait le 1, il passait à 1. Ouais, on devrait mettre compteur du programme 1 et compteur du programme 2. Donc son compteur était à 0 pour cet instant. À l'instant 2, il voyait 1 qui était présent, son compteur était à 1, il émettait rien du tout. À l'instant 3, il voyait un 0, donc il émettait reset. Il continuait son code, il voyait un 2, il passait son programme à 2. On pourrait faire un instant 4 qui contient juste 1. Du coup, à l'instant 4, son compteur passe à 3, et lui, il émet NB de 3. Alors que le nouveau programme, celui qui fait un await, il fait reset ici, il passe à 0, il attend 1 ou 2, mais il attend à partir de l'instant d'après. Là, il voit un 1, son compteur passe à 1, il attend un 1 ou 2 à l'instant d'après. À l'instant d'après, il voit un 0, donc il se relance tout de suite, il émet reset, et... Non, Paul, c'est le 0 qui prime. Quand on voit 0, on revient au début de la boucle. Donc le loop va oublier la valeur. Donc lui, il a un reset. Son reset, ici,
il ne voit pas le 2, parce que lui, quand il fait son 0, il await un 2 à partir de l'instant d'après, donc il reste à 0. Ici, il voit le 1, et du coup, il n'émet rien du tout. Donc on a un comportement différent. Donc voilà pour la sémantique du premier programme. Écrire un fichier de test pour ce programme, alors c'est une question de à quoi ça ressemblerait, c'est dommage qu'on n'ait pas de compilateur, mais à quoi ça ressemblerait un fichier de test, un test pour ce programme. Bah, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, point virgule, 1, 2, point virgule. Le point virgule, c'est l'instant tick, c'est le tick, le signal tick, pardon, et donc c'est la fin d'un instant. Et vous vous souvenez en cours qu'on peut tester comme ça. Et donc un fichier texte, ce serait quelque chose qui est une suite d'instants, et certains de ces instants peuvent être des ticks. Une suite de signaux, pardon, et certains de ces signaux peuvent être des ticks, ce qui permet de séparer les instants. Et du coup, ça se lit comme rien au premier instant, au deuxième instant, le signal 1 et le signal 2, au troisième instant, le signal 1, au quatrième, le signal 0, au cinquième, le signal 1 et 2, au sixième, rien, et au septième, rien. Je sais plus si... Non, je crois que ça arrête au sixième, quand on met ça. Voilà. Donc, un petit exo de révision des principes de base de... Alors, Paul, c'est une bonne question. Si on veut un comportement de la même manière que le précédent, mais on veut garder le weight, je pense qu'effectivement, ce serait une bonne chose d'écrire ici un... attendez... Pour regarder ce qu'on a vu au début, vous avez raison. J'attends tout de suite de savoir s'il y a immediate 1 ou 2, mais à ce moment-là, eh ben, je boucle à l'infini. Et du coup, puisque le wait immediate n'est pas bloquant si 1 ou 2 sont présents, et du coup, je mets un pause à la fin. Et là, j'ai quelque chose de similaire à ce qu'on avait au début, c'est bien vu, hein, c'est ça qui se passe. Alors, le deuxième exercice. Donc, quelque chose d'assez similaire, ici, avec des feux tricolores. Donc on fait la technique habituelle de PC3R, on lit une fois le début, enfin la structure, et on fait un dessin. Donc on modélise un contrôleur de feux tricolores pour un creusement de deux voies, est-ouest et nord-sud. Donc ça veut dire que on a quelque chose comme ça, ça c'est la voie est-ouest, et ça c'est la voie nord-sud. Et on utilise des signaux de sortie. Alors, on a un feu ici et là, et un feu ici et là. Ça c'est le feu de cette voie-là, ça c'est le feu de cette voie-là, de cette voie-là, et de cette voie-là. Et ces deux feux sont liés aux signaux RNS et VNS. On l'a déjà fait, non? Je me souviens plus. On l'aurait fait en quoi? Je sais plus. En spin, on a fait des feux tricolores, mais c'était différent. Avec les trains, on avait des feux, mais c'était pas des feux... Non, je pense peut-être on l'a jamais fait. Et là, j'ai REO et VEO. Donc j'ai deux signaux. Ça, RNS, ça veut dire le signal est rouge sur l'axe nord-sud. Donc les voitures peuvent pas aller du nord au sud.
et VNS, c'est-à-dire le signal est vert sur l'axe nord-sud, et puis évidemment ce qu'on veut pas, c'est que le feu soit vert nord-sud et vert est-ouest en même temps, mais en plus de ça, c'est pas seulement on n'est pas en train de faire une vérification comme on faisait en spin, on est en train de construire le contrôleur des feux à partir en utilisant du code, en écrivant du code STL. Ah mais il y a Orange aussi, j'avais oublié. Donc il y a ONS et OE. Bon, très bien. Et on a des signaux émis par le programme qui activent les deux voies. Donc on a ACNS, qui est des signaux internes. ACNS, ça active le feu nord-sud. Et ACEO, ça active le feu est-ouest. Et alors ce qu'on veut, c'est que les feux sont initialement tous les deux au rouge, et quand il est activé, c'est la voie nord-sud qui passe la première au vert. On doit écrire 2 contrôleurs de feu, un pour chaque voie. Chaque contrôleur déroule la séquence vert, orange, rouge pour sa voie, et il ne signale que ces changements, l'autre voie est au rouge pendant ce temps. Il ne signale que ces changements, ça veut dire qu'il ne faut pas maintenir feu rouge, feu rouge, feu rouge, mais dès qu'il est rouge, on dit feu rouge, et etc. Pouf, pouf, pouf. Donc, écrire un système. Les feux correspondent à chaque fois restent au vert 4 instants, un instant à l'orange, puis passent au rouge, et le passage d'une voie verte se fait un instant plus tard. C'est-à-dire, il y a un moment, les deux feux sont rouges. C'est pas un changement direct de l'un à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir 2 modules feu. On va avoir feu NS et feu est-ouest. Et le module feu nord-sud, il dit mon feu passe au rouge, mon feu passe au vert, et mon feu passe à l'orange. Lui, il dit mon feu passe au rouge, mon feu passe au vert, mon feu passe à l'orange. Et ce qui est intéressant, c'est que lui va pouvoir déclencher le passage au vert du feu de l'autre feu, et vice-versa. Et il faut quand même que l'extérieur puisse déclencher le premier feu. Donc on va initialiser le système en faisant un ACNS depuis l'extérieur. Donc j'active le feu nord-sud, lui il va cycler dans ses couleurs, et quand il va passer au rouge, il va envoyer un signal au feu est-ouest, qui va progresser dans ses couleurs, envoyer un signal au feu nord-sud, etc. Donc on a 2 feux qui se contrôlent l'un l'autre, et c'est ce qu'on va écrire dans une première partie, puis on fera plusieurs variantes. Alors, est-ce que j'ai un truc déjà tout prêt? Alors, j'ai mon module FNS qui va prendre comme input qui vient de l'extérieur l'activation du module. Et puis comme output vers l'extérieur, il va activer l'autre feu et il va donner ces 3 couleurs, VNS, ONS. Hop. Voilà, là je fais juste que représenter ce que j'ai fait ici. On voit qu'il sort vers l'extérieur ACEO, RNS, VNS, ONS, et ce qui vient de l'extérieur, c'est ACNS, de 2 endroits d'ailleurs. Donc ça c'est le module FNS. Et N de module. Et donc maintenant il faut que je réfléchisse à il faut que je réfléchisse à ce qui se passe à l'intérieur du feu nord-sud. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est initialement rouge. Ouais. Et on a vu que, en fait, il est... Enfin, il a un comportement linéaire. Donc, on va pouvoir faire une boucle comme ça. Une boucle où il commence par...
en fait mon feu il... Ok, donc il commence par... En fait mes feux ils émettent leur couleur à chaque instant. Ils émettent pas juste le changement. Peut-être c'est mieux comme ça, enfin... On peut traduire de là. Donc on veut qu'il soit rouge jusqu'à ce qu'il reçoive un ACNS. Qu'est-ce qu'on dit? On fait un abort one. Tant qu'il ne reçoit pas ACNS, qu'est-ce qu'il fait? Il émet RNS. Abort emit RNS. Ouais, alors sauf que ça, emit RNS, ça le fait qu'une fois. Moi je veux qu'il boucle. Alors je pourrais écrire ça. Loop emit RNS end loop. D'accord? Donc la loop là, c'est la boucle principale. À l'intérieur, je veux faire un petit module qui me dit au début, le feu il est rouge tant qu'il n'a pas reçu ACNS. Et ce que je veux faire, c'est une boucle à l'intérieur où il émet RNS à chaque instant. Ça, on peut le faire comment? Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en cours, il y a un raccourci. Et c'est ça qui est pas trop bien dans STRL, c'est que c'est rempli de raccourcis et on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est leur sémantique. Il y a un truc qui s'appelle sustain qui permet de le faire tout seul. Sustain RNS, ça veut dire à tous les instants, j'émets RNS. Et là, le fait d'émettre RNS à tous les instants, on va l'arrêter lorsqu'on reçoit ACNS. Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit ACNS? Alors, par sécurité, on émet rouge encore un instant. Hein, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait dit. Par sécurité, quand il y a un feu qui switch, l'autre se met pas vert tout de suite. Il reste encore rouge un instant, et seulement après, il passe au vert. Ensuite, il se met au vert pendant 3 ou 4 instants, peu importe. Il y a un truc qui s'appelle repeat un certain nombre de fois, qu'on peut utiliser ici. Ça nous fait visualiser différents syntaxes d'STRL. Qu'est-ce qu'on répète 4 fois? Le fait d'émettre VNS et ensuite de faire pause. D'accord? Donc sustain, ça répète à l'infini un truc, donc il faut le mettre à l'intérieur d'un abort par exemple. Et repeat, ça repeat n times, ça fait ce bloc-là 4 fois. D'accord? Et ce bloc-là, c'est quoi? C'est émettre la couleur verte, puis attendre la fin de l'instant. Donc au début, on va boucler, à chaque instant, on va faire du rouge. Quand on reçoit ACNS, on va faire encore un tour de rouge. Et à partir du tour d'après, on va faire 4 tours de vert, 4 instants de vert. Une fois qu'on a fait nos 4 instants de vert, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un instant de orange. Et après l'instant de orange, eh bien, on va poser. Et ensuite, on émet le signal ACEO. Et du coup, on revient au début et on se remet à faire du rouge jusqu'à ce qu'on soit ACNS. L'ACEO, évidemment, c'est le signal qui déclenche le feu est-ouest. Alors, on va l'écrire, ce feu est-ouest, en faisant un subtil copier-coller. Et en remplaçant les NS par des EO et vice-versa. Donc lui, ce coup-ci, ce qu'il reçoit de l'extérieur, c'est ACEO, et ce qu'il émet, c'est le signal pour le feu nord-sud, et les signaux de couleur de son côté. Il commence par sustain REO, il attend ACEO, il émet REO, il émet VEO, il émet OEO, et il envoie ACNS. Donc là, on a nos deux feux, le feu nord-sud et le feu est-ouest. Et maintenant, on va faire le module principal. Le main, si vous voulez. Le main, on peut l'appeler le module feu. Qui reçoit de l'extérieur ACNS. Et qui envoie RNS REO. Alors, qui reçoit CNS ACEO. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ça.
Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est de dire que ACNS et ACEO n'arrivent pas en même temps. À quoi ça sert de faire ça? Bah, je vous l'ai dit, hein, tant qu'on ne regarde pas les détails du cours de Gérard Berry et qu'on ne regarde pas les détails de la magie d'Esterel, c'est difficile de comprendre exactement comment Esterel fait pour calculer tous les automates qui lui permettent de dire ce qui se passe à chaque instant, et ce qui se passe à chaque instant se passe simultanément. Mais le fait d'écrire des relations, c'est quelque chose de facultatif, mais qui donne de la puissance au compilateur Esterel, qui permet d'éliminer des états possibles dans la construction des automates. Donc si jamais on sait qu'il y a quelque chose qui ne peut pas arriver en même temps qu'une autre chose, on peut écrire relation, les deux n'arrivent pas, le dièse pour dire les deux n'arrivent pas en même temps, et ça facilite le travail du compilateur. Ça permet d'explorer un espace d'état plus petit. Et alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire mon module principal, il va être composé de trois choses. D'un côté, il va y avoir le feu nord-sud. Donc je vais faire run, comment je l'ai appelé, FNS. De l'autre côté, il va y avoir le feu est-ouest, run F est-ouest. Et enfin, une sorte de petit module main, enfin pas le main, mais le module qui va lancer la chose. J'attends 5 ticks. J'attends 5 instants, donc les deux feux sont rouges. Et ensuite, je fais emit à CNS. Je pense que j'ai pas besoin de mettre... oui, là c'est là. Voilà. Normalement c'est bon. Ok. Alors. Dièse, ça veut juste dire pas en même temps. Dièse, ça veut dire... C'est une indication qu'on donne au compilateur pour dire que deux signaux sont pas présents en même temps. Donc quand on met ACNS dièse ACEO, ça veut dire ACNS et ACEO sont mutuellement exclus. Donc lui, ça lui permet de réduire l'espace d'état pour la construction de ces automates et donc de faire quelque chose de plus efficace. On n'est pas obligé de le mettre, mais ça aide le compilateur de le mettre. Voilà, donc maintenant, si on teste le programme, on devrait voir quelque chose qui ressemble à ça. On lui donne un output de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... un truc comme ça. Donc ça c'est... on fait un truc du genre feu. Ça. Et du coup on récupère ça. Output. RNS. REO. Donc au premier instant, on a 1, 2, 3, 4, 5. Au 5 premier instant, on a les deux feux qui sont rouges. Ensuite, au 6e instant, on a un ACNS qui est émis. Et comme on a une sécurité, on va encore avoir les deux feux qui sont rouges. Mais au 7e instant, le feu nord-sud est passé au vert. Et donc il va passer au vert pendant 4 instants. Ensuite, il va passer à l'orange. Ensuite, il va passer au rouge en émettant ACEO. L'autre va être débloqué, mais il va attendre encore un instant. Il va faire encore un instant de rouge. Et à l'étape d'après, on va avoir un VEO RNS. Et on va en avoir 4 fois. Puis ensuite un OEO RNS, etc. etc. Donc vous avez compris l'idée. Et voilà. Donc là, l'input, c'est je lui donne que des ticks.
Et l'output, il me donne ce qui correspond à chaque les signaux qui sortent à chaque instant. Et donc on a bien les deux qui sont en sustain rouge au début. Et puis d'un coup, il y en a un à l'instant 6, on émet ACNS. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ici. Et vous voyez que quand on émet ACNS, ça débloque lui, mais il fait encore un tour de rouge. Hein. C'est la sécurité qu'on avait mis ici. Quand on débloque ACNS, il sort de ce truc-là, il émet encore un rouge, et il fait VNS seulement au tour d'après. Alors c'est bien, mais vous avez vu que j'ai fait du copier-coller. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Alors je n'ai pas perdu leur job, mais vous savez l'histoire du bug de Apple, OpenSSL, machin, etc. Il y a des histoires de copier-coller qui finissent mal, il y en a partout dans les journaux de programmation. Et c'est jamais plaisant de lire du code copier-coller. On aime bien faire du code générique. Et donc on va réécrire ce feu tricolore, mais cette fois-ci en utilisant un code générique. Alors, je vais le faire là. Exercice 2. Feu code générique. Et du coup, ça va. Je vais reprendre le modèle de FNS, mais je vais l'écrire, je vais l'appeler F. Et je vais lui prendre deux outputs, le A de moi et le A de lui. Et l'output, deux inputs, le A de moi, pardon. Et comme output, ce sera le A de lui. Et j'aurai trois signaux, rouge, vert, orange. Du coup, mon RNS c'est un rouge, mon A c'est de A de moi, rouge, vert, orange et A de lui. Donc j'ai qu'un seul code de module F. Et maintenant, mon module feu, il va correspondre à quoi? Il va correspondre à la même chose ici. Il me faut deux inputs ACNS, ACEO qui sont mutuellement exclusifs. Et ensuite, je vais faire un run ici. Je vais run deux fois F, deux copies de F, mais en disant ce qui va bien. Je vais lui demander en disant pour les signaux, je veux que ACNS instancie à moi, que ACEO instancie à lui, que RNS instancie R, VNS instancie V et ONS instancie O. Et je veux le dual pour lui. Donc je fais quand même des copier-coller, donc pédagogiquement c'est pas... Le sien, mon AC c'est ACEO, son AC c'est ACNS, mon R c'est REO, mon V c'est VEO et mon O c'est OEO. Donc là j'ai du code modulaire, j'ai écrit qu'une seule fois un module de feu et je l'ai instancié de deux manières différentes. Où à chaque fois, vous voyez, je remplace les signaux AM, AL, R, V et O qui sont déclarés dans mon module par des signaux qui sont déclarés dans celui-là. Et ça va avoir exactement le même comportement. Alors ensuite, on nous dit qu'il nous faut des signaux d'extinction. C'est nul ça. Ça pour le coup, c'est même pas l'air très intéressant. Je vérifie juste que c'est pas un truc compliqué, que c'est juste ce que je crois. Non, mais je saurais pas bien quoi vous dire. Bon, je vais le faire quand même par... Donc maintenant, on veut émettre des signaux d'extinction quand on arrête de...
On va mettre et d'allumage. On va faire que maintenant les signaux qu'on envoie au feu, on imagine que la machine hardware du feu, c'est pas quelque chose où on lui dit à chaque instant ce qu'elle doit faire, parce que les machines elles n'ont pas forcément la même horloge que nous, mais c'est quelque chose où on lui dit quand elle doit changer une couleur, quand elle doit allumer une couleur ou éteindre une couleur. Du coup, RVO ça allume les couleurs RVO, et REVEOE ça éteint les couleurs rouge, vert, orange. Donc en gros, pour chaque lampe du feu, vous avez un signal qui dit allume cette lampe et un signal qui dit éteins cette lampe. Et ça, c'est quand même plus réaliste que d'avoir un signal qui maintient l'allumage de la lampe en disant allume-toi, allume-toi. Du coup, là, on voit bien que la notion d'horloge logique, elle est indépendante de la notion d'horloge réelle, parce que dans la vraie vie, les signaux qu'on envoie à un feu, c'est des switches de l'un sur l'autre, et c'est pas le feu lui-même. À l'intérieur du feu, il n'y a pas d'instant. D'accord, les instants, ils existent que dans le contrôleur qui est écrit en STRL. Donc on va faire ça comme ça. Du coup, on n'a plus besoin de faire ça, je pense. On peut carrément commencer par un emit R et await. Await quoi? AM. J'attends d'être. Donc j'ai mes R et j'attends qu'on m'active. Quand on m'active, je dois être rouge encore une étape. Donc je pose, hein, pas besoin de dire au feu que je veux encore être rouge, je l'ai dit au début. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'émets, à l'étape d'après, j'émets à l'étape d'après, j'émets R pour. Non, pardon. J'émets RE pour éteindre la lampe rouge et j'émets V pour allumer la lampe verte. Et je dois rester comme ça pendant 4 instants. Donc je peux faire await for tick. Ensuite, une fois que j'ai fini ces 4 instants, qu'est-ce que je fais? J'émets le signal d'extinction du vert et le signal d'allumage du orange. Et ensuite, j'émets le signal d'extinction du orange et je passe au vert. Donc ça nous fait réfléchir plus dans un cadre concret, hein, du fait de si on veut passer. Alors c'était intéressant. Cette question-là de cet exercice a été intéressante les années présentielles où on faisait programmer les étudiants des robots Lego qui fonctionnaient dans les salles de TME sur le sol et où du coup les robots effectivement on leur donne des ordres qui sont des ordres de modifier quelque chose et pas des ordres de maintenir quelque chose. Donc on a ce loop and loop ici qui est fini et maintenant il faut que je fasse un truc encore plus relou à base de il me faut un RNSE, un REOE, un c'est quoi ce I? Ça devrait être un O, un ONSE, un OEOE, un V, c'est le moment d'aller prendre l'air pendant que je finis ça. Et ici, il faut continuer. Il faut que RNSE instancie RE, que VNSE instancie VE, et que ONSE instancie OE. Et après, il faut la même chose de l'autre côté. Merci. Je perds complètement les pieds. Mais... Et voilà. Bon. Et puis alors après, on vous dit, on s'en moque de la suite, on revient au niveau sans la signaux d'extinction pour pas leur dire la suite des programmes. On veut qu'un signal de réinitialisation reset bloque les deux voies des feux au rouge. Et attend un signal SNS pour développer la voie. Alors ça c'est pas dur, à mon avis. Vous voyez tout de suite ce qui peut se passer. On veut
avoir un système qui bloque les deux feux au rouge et qui attend un SNS pour le relancer. Et donc vous comprenez tout de suite que ça va être une loop each autour du module feu. Hein, ça va être le module qui est là. On va lui mettre un loop. Autour de ce truc là, on va mettre un loop. Hop. Each reset. Je vérifie sur ma correction qu'il n'y avait pas un truc plus intéressant. Non. Et passons à la partie intéressante, la question 4, où cette fois-ci, on veut un truc qui compte les voitures. Alors attention, bon, c'est un exemple. Donc on a deux branches parallèles. Alors deux branches parallèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le module feu, pour le moment on a trois trucs en parallèle. L'initialiseur, le feu nord-sud et le feu est-ouest. Et on veut deux autres branches qui comptent les véhicules et qui vont les envoyer au feu. Donc ça te mérite de faire un dessin. On lit et on fait un dessin. Alors, deux autres branches parallèles comptant les véhicules qui arrivent sous forme de signaux extérieurs fournis par l'utilisateur au cours de la simulation par des capteurs dans la réalité. Donc en gros, si on était comme dans les Lego, hein, on peut définir des capteurs et les définir comme sensors STRL, et donc on a des informations qui arrivent dans STRL régulièrement, ou on peut, et dans le test, si jamais vous avez un STRL installé sur votre machine et vous voulez tester ce programme, vous allez le faire au moment du test, c'est-à-dire entre les ticks, vous pouvez rajouter des signaux. D'accord? Donc, ces signaux d'entrée, à chaque instant, donc il peut pas comme c'est des signaux, il ne peuvent pas y en avoir plusieurs sur un instant, désigne si à chaque instant, est-ce que oui ou non, il y a une nouvelle voiture, il ne peut pas y en avoir deux, est-ce que oui ou non, il y a une nouvelle voiture qui est arrivée sur une des voies. Donc c'est les signaux AN, AS, AE, AO, et ces signaux sont présents à un instant si une nouvelle voiture vient d'arriver sur cette voie. Alors là, vous pouvez dire, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe s'il y a deux voitures qui sont arrivées sur cette voie? C'est comme dans la vraie vie, ça veut dire que vous avez pris une durée d'instant, une durée d'horloge, qui est trop lente. Il vous faut quelque chose de plus précis pour bien voir le fait que vous avez deux voitures qui sont arrivées. Il faut diviser votre intervalle de temps pour qu'il y ait au plus une voiture qui arrive dans chacun des instants. Donc là, à chaque instant, on regarde s'il y a une voiture qui vient d'arriver sur une des voies nord, sud, est ou ouest. Et ensuite, on veut que la durée du feu vert sur chaque voie soit de 2 instants, plus le nombre de voitures arrivées pendant la durée du feu rouge précédent. Alors, je vous laisse réfléchir à si ça peut diverger ou pas en fonction du nombre d'arrivées de voitures. C'est pas exactement ça qui nous intéresse dans cet exercice-là, mais ça nous intéresserait dans le cadre plus général de PC3R. Mais ce qu'on va faire ici, c'est essayer de modéliser ce feu. Donc pour ça, on a trouvé une nouvelle variable durée, et cette durée ne peut pas être partagée. Hein, on ne peut pas partager une variable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir vos deux feux, et ces deux feux, maintenant, ils vont recevoir des signaux extérieurs de voitures. Vous allez avoir un AN et un AS qui vont arriver pour le feu nord-sud. Et lui, il va calculer une durée qui va être la durée que le prochain feu devra durer. Et il ne peut pas lui envoyer sa durée, il ne peut pas lui compter sa durée ici. Il ne peut pas lui envoyer une variable. Donc il va devoir le partager en utilisant un signal DEO pour lui dire ton prochain feu doit durer tant. Et lui, inversement, il va faire la même chose, il va avoir une voiture qui arrive de l'est, une voiture qui arrive de l'ouest, à chaque fois il va incrémenter une variable durée, et il va envoyer à l'autre DNS de temps. Alors, pour faire ça, il faut que je récupère mon module feu propre, c'est celui-là. Et ah non, pardon. Dans mon dessin, j'ai mis que c'était le feu qui comptait. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut que ce soit des branches en plus. On veut que ce soit des compteurs en plus qui comptent. Et du coup,
Ça veut dire qu'on va avoir deux autres modules en plus. Lui, il reçoit le AN AS. Lui, il reçoit le AE AO. Et lui, il envoie... non, attendez, c'est comme ça. Lui, il envoie DNS, la durée du feu est-ouest. Et lui, il envoie la durée... ouais, c'est l'inverse. Lui, il envoie DEO. Lui, il envoie DE. Donc on a deux autres modules qu'on va écrire de manière anonyme, qui récupèrent le nombre de voitures qui passent pendant un feu rouge, et qui donnent à l'autre feu le temps que son vert doit durer. Attendez, c'est à l'autre feu ou c'est au même feu? Non, c'est au même feu, non? Oui, c'est ça. Lui, il doit dire à DNS... Oui, si les voitures arrivent du nord ou du sud, c'est elle qui a beaucoup de voitures qui arrivent du nord et du sud, c'est elles qui ont besoin que le feu DNS dure longtemps. Et inversement, lui, il va envoyer à DEO. Mais quand est-ce qu'on va compter les voitures qui arrivent du nord et du sud? Bah seulement pendant le feu rouge. Donc il faut qu'ici on reçoive RNS et ici on reçoive REO. Donc voilà. Donc on a deux autres modules qui vont communiquer avec les feux pour leur calculer les durées en fonction des voitures qui arrivent. Donc on a le module feu. Et on a, bah tiens, je l'ai jamais fait, mais je vais le faire parce que ça a l'air marrant. Je vais l'écrire de manière générique plutôt que de rajouter du code de manière anonyme. Module compteur. Module compteur, PC, end module. Pourquoi avec N et S on peut calculer de... Ah oui d'accord, pardon, j'avais pas vu votre remarque, mais vous avez raison. Alors, mon module pour compter les voitures, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit comme signal extérieur, il reçoit un signal de rouge. Le rouge, c'est le moment où il doit commencer à compter. Et comme signal extérieur, il envoie... Ah, il reçoit aussi les voitures. Donc A1, A2, arriver sur la voie 1, arriver sur la voie 2. Et comme output, qu'est-ce qu'il produit? Il produit un signal valué D qui contient un entier. Est-ce que je peux bouger ce truc là sur une autre fenêtre? Ah non. Comme ça. Donc voilà, il contient un module, il envoie un D qui est un entier et il a une variable var un compteur qui vaut 0 et qui est un entier. Alors je vais l'appeler durée. In and là. Alors à l'intérieur de ce truc là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le signal rouge. Il se met à attendre le signal rouge, que le signal rouge arrive de son côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il initialise durée. Ah oui, non, on peut mettre le wait autour, c'est encore plus malin. Parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle variable durée. Ouais, c'est malin de faire ça. Donc, il attend le signal rouge. Et il va compter une nouvelle variable durée pour chaque signal rouge. Ensuite, maintenant il faut qu'il loupe. Wow. Il boucle. Au début de la boucle, il attend le signal rouge. Ensuite, il va créer une nouvelle variable. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette nouvelle variable? Il va se mettre à... il va compter tout le temps qui est rouge. Donc pour ça, il va abort ce bloc
when, alors là, not RNS. Donc ça veut dire quand le signal RNS n'est pas présent, il va arrêter de faire ce qu'il fait là. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il va compter. Et qu'est-ce qu'il va compter? Il va loop each tick, present RNS, non, present A1, then durée égale durée plus 1 and present et le même pour A2. Donc ce qu'il fait, c'est que il fait une boucle, son comportement c'est une boucle. Il attend que le signal passe au rouge. Le signal du feu qui surveille passe au rouge. Quand le signal du feu qui surveille passe au rouge, il crée une nouvelle variable durée initialisée à 0. Ensuite, ce qu'il fait, c'est que à chaque tic, il va faire ça, mais il s'arrêtera quand le signal ne sera plus rouge. C'est-à-dire qu'il attend que le signal soit rouge, et jusqu'à ce que le signal soit plus rouge, il va faire ce truc-là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est de regarder est-ce qu'il y a une voiture qui est arrivée en A1. Si oui, j'ajoute 1 à ma durée. Donc on a dit que c'était 2 au début. Et si il y a une voiture qui est arrivée en A2, si oui, il ajoute 1 à sa durée aussi. Donc s'il y a deux voitures qui sont arrivées simultanément sur les deux voies, bah, il ajoute 1 à la durée, il ajoute 2 pardon, à la durée du feu. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'au moment où le signal n'est plus rouge, il faut que donc au signal devient vert, il faut qu'il envoie au feu la durée. Emit DNS. Emit D, de quelle valeur? De la valeur de durée. Donc tant que c'est pas rouge, il envoie ça, et sinon il envoie la durée. Donc ça c'est pas mal. Et maintenant il faut que je le mette en parallèle. Je fais un run C. Hop, run C. Et voilà. Et ici, il faut, donc le C, ici, il faut que RN signal RNS remplace R. A N remplace A1. AS remplace A2. Et DNS remplace D. Là, il me faut pareil pour celui d'en bas. REO A Est, A Ouest, DEO. Et après, il faut que je déclare ici que j'ai comme input AN, AS, AE, AO. Et il faut que je déclare aussi que j'ai comme input DNS integer et DEO integer. Et du coup, ça devrait marcher. Toc 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 toc. À tester. Donc je récapitule mon module C. Il reçoit de l'extérieur un signal de rouge et deux capteurs de présence de voiture, d'arrivée de voiture. Et il envoie à l'extérieur un signal... Ah bah non, par contre, il faut que je modifie mon feu. Parce que là, mon feu, il... Donc il faut que mes deux feux puissent réagir à ça. Donc il faut que mon feu là, son DNS, ce soit D. Et il faut que mon feu là, son DEO, ce soit D. Donc mon feu, il reçoit en plus comme input un D. Et au moment où il passe au vert, il faut que je modifie son code pour que... Alors, on va utiliser la magie d'Esterel. Une fois qu'il émet plus rouge, il va attendre immédiatement un D et il va répéter ce truc valeur de D times. Et ce truc, ça va être de emit V pause.
alors c'est là où c'est magique, hein, c'est que lui, il va, euh, il va, oui, il va faire du rouge jusqu'à un moment où il fait plus de rouge là, et il attend que le dé arrive. Mais le dé ici ne peut arriver que lorsqu'on est sorti de cette boucle. Et on sort de cette boucle quand le signal rouge n'est pas émis. Et alors, donc quand on a le module où le signal rouge est associé par RNS ici, on émet D que quand le signal rouge n'est pas émis. Et ici, on attend un D, mais la magie des stérelles fait que lorsqu'on traduit ça par des automates, les automates savent que lorsqu'on attend un D, c'est qu'il n'y aura pas de rouge. Donc, comme il n'y aura pas de rouge, lui va sortir et émettre un D. Et donc, lui va pouvoir débloquer lui, qui va pouvoir émettre un vert pour la valeur de D times. Donc, ça se passe instantanément. C'est-à-dire l'instant de bascule. Hein, si on vient de l'extérieur des stérelles, pour programmer cette chose-là, on aurait tendance à penser qu'il faut déplacer la durée, réduire la durée de 1 ici, faire un première étape où on fait une fois un tour de vert et on attend la réponse, et à partir de l'étape d'après, on va, on va, on va émettre la durée moins 1. Il nous faut... Mais en fait, non, on peut le faire immédiatement. On peut faire en même temps le fait de ne pas émettre de rouge, attendre D, et de faire un truc qui s'arrête lorsqu'il n'y a pas de rouge, et qui émet D à l'autre. Cette causalité, elle est vérifiée à la compilation lorsque vous appelez la commande strl. Donc voilà la partie un peu intéressante de cet exercice. Et on continue avec un exercice que je trouve vraiment topique, hein, c'est important, parce que c'est Christine qui m'a dit qu'elle voulait bien écrire un exercice d'STRL pour l'exercice d'STRL pour l'examen. Et donc c'est important, j'ai dit en cours aussi, ce que je veux vous faire manipuler pour voir si vous avez bien compris l'intérêt, entre autres, d'STRL, c'est les signaux internes évalués, comme ceux de l'exercice 3 qu'on va faire maintenant. Donc c'est un système de producteur-consommateur comme d'habitude, avec un producteur de consommateurs et un gérant du stock qui met à jour des signaux de produits disponibles. Donc on va voir ce qui se passe en faisant un dessin comme d'habitude. Donc on a le consommateur cons 1, le consommateur cons 2, le gérant, le producteur, parce qu'il n'y en a qu'un, prod, et on a des signaux d'entrée C1 et C2, et des signaux de fin qui arrêtent le travail pour la journée. Donc de l'extérieur, autour de la membrane du système, il y a un signal C1 qui permet de dire à l'extérieur « vas-y consomme au consommateur 1 », un signal C2 qui fait la même chose pour le consommateur 2, et un signal fin qui signale à tout le monde que le jeu est fini. Ça sert par exemple, ils peuvent afficher des logs. Ça sert à afficher des logs par exemple quand la fin est finie. Dans un premier temps, on accepte une seule demande par instant, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir C1 et C2 en même temps. Et on impose le comptage des produits reçus par chaque consommateur, fabriqués par le producteur, et le stock. Et du coup, on va avoir un nbprod, une variable interne ici qui s'appelle nbprod, une variable interne ici qui s'appelle stock, une variable interne qui s'appelle nbcons1, une variable interne qui s'appelle nbcons2, et lorsque le signal fin va être envoyé, on va avoir un signal fc2 qui va nous donner la valeur de nbcons2, un signal fc1 qui va nous donner la valeur de nbcons1, un signal fg qui va nous donner la valeur du stock, et ça peut être fs pour nous donner la valeur du stock, et donc c'est des signaux valués, hein, et un signal fp, le nombre de choses produites. D'accord? Et puis comme ça on pourra vérifier, hein, ça vous rappelle, et vous devez le réviser aussi pour l'examen, ça devrait vous rappeler la partie spin, hein, avec cette histoire de dire je vais pouvoir vérifier que la propriété
qui est que le nombre de produits consommés plus le nombre de produits en stock est égal au nombre de produits par exemple. Alors, donner la structure générale du programme, ça ressemble à ça. Mais maintenant, il faut qu'on comprenne. Le producteur, il produit dès le départ et il émet le signal de sortie P après 3 ticks et incrémente sa production et attend à recompter le signal PS, produit stocké émis par le gérant. Donc il émet un signal P pour dire qu'il a produit et il attend un signal PS pour dire qu'il peut recommencer à produire. D'accord? Donc il attend que le gérant stocke son produit avant de recommencer. Le consommateur, lorsqu'il reçoit C1 ou C2, il émet un signal C valué par son numéro. Donc ça veut dire que les deux consomment en envoyant C, et C peut être 1 ou 2. Donc il y a une valeur dans C. C'est pour ça qu'on va demander à ce que C1 et C2 soient mutuellement exclusifs, parce que sinon il ne saura pas quelle valeur envoyer sur C. Donc il émet C1 ou C2, et le gérant... Et le gérant renvoie le signal CS de 1 ou 2 qui peut aller soit vers le consommateur 1 soit le consommateur 2 pour dire client servi. Donc CS et PS c'est les acknowledgements du gérant pour respectivement les consommateurs et le producteur. Une demande C1 n'est pas nécessairement satisfaite. Le gérant répond alors par CS de 0. Il peut avoir CS de 0 pour dire demande non satisfaite. Alors le gérant traite avec deux branches parallèles. Et c'est ça qui est important. C'est qu'il a une branche qui va s'occuper de gérer avec le producteur et une branche qui va s'occuper du stock. Donc le gérant, il est lui-même composé de deux sous-modules, qu'on peut écrire de manière anonyme, mais qu'il y en a un qui traite avec le consommateur et un qui traite avec le stock. Et là, c'est là où qui est rigolo, c'est que vous ne pouvez pas partager stock entre les deux branches. On n'a pas le droit, en STRL, de partager une variable. Ça sert à rien de se taper une syntaxe absurde, une sémantique très compliquée, et de faire un truc legacy qui a pu être programmé depuis 8 ou 10 ans, si c'est pour retomber sur les problèmes qu'on a depuis les années 50 à partager une variable sur deux processus, et avoir des courses sur cette variable. Donc en STRL, on n'a pas le droit. Et donc pour communiquer entre elles, les deux parties du gérant, celle qui s'occupe des consommateurs et celle qui s'occupe du producteur, vont devoir communiquer par le seul canal de communication d'STRL. Et le seul canal de communication d'STRL, eh bien c'est quoi? Eh bien c'est les signaux. Et donc il va falloir utiliser un signal interne pour faire communiquer entre eux les deux moitiés du gérant. Alors allons-y. Écrivons le code dans l'ordre des différents composants. Le consommateur. À quoi ressemble ce consommateur? Il reçoit comme input le signal que tout le monde reçoit, qui est fin, qui permet de dire la fin. Il reçoit comme input le signal CI et le signal partagé CS. Alors CI, c'est le signal qui vient de l'extérieur et qui sera instancié par C1 ou C2. D'accord? C'est parce que je vais écrire le même code pour le consommateur 1 et le consommateur 2, et j'instancierai CI par soit C1 soit C2. CS par contre c'est le même pour les deux consommateurs, c'est un signal qui est valué. Donc il faut que je lui mette que CS est valué. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit avoir encore? Il doit avoir un input C qui est un entier. Non, pardon, c'est un output. Là, c'est son canal sur lequel il demande quelque chose au consommateur. Un output FC qui est son... Là, je peux l'appeler FCI pour que ce soit plus visible, qui est le log qu'il doit envoyer à la fin. Et bien sûr, quand je lance, il faut que je puisse instancier son numéro interne, et qui va être utilisé pour instancier pour aller demander quelque chose au producteur. Je vous rappelle, on utilise le signal C en disant C de 1, c'est
Ça veut dire que c'est le consommateur 1 qui demande quelque chose, et C2, c'est le consommateur 2 qui demande quelque chose. Donc il doit connaître son numéro, et pour ça il a une constante qui s'appelle numéro, et qui est entière. Quel est son comportement? Eh bien, il va commencer par définir une variable nbconso, qui est la variable qu'il va envoyer à la fin. Et ensuite, tout ce qu'il va faire va être conditionné au fait que dès qu'il reçoit le signal fin, il doit s'arrêter. Et quand il s'arrête, il émet juste sur le canal FCI, il émet la valeur de sa variable nbconso. Et donc il émet le nombre de choses qu'il a consommées. Alors, qu'est-ce qu'il fait maintenant au sein de ce corps ce corps? Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va looper. Il fait une boucle où il va boucler et il va attendre que l'extérieur lui demande de consommer. Il reçoit une impulsion de l'extérieur pour consommer. Quand il reçoit une impulsion de l'extérieur pour consommer, il le dit au gérant. Et pour le dire au gérant, il émet sur le canal C. Le canal C est ce canal de communication avec le gérant. Et il émet la valeur de son numéro. Donc s'il est le numéro 1, il dit C de 1, je veux consommer parce que j'ai eu un stimulus extérieur qui m'a demandé de le faire. Ensuite, il se met à attendre une réponse sur CS. CS, c'est la réponse du consommateur. Si jamais la valeur de CS est égale à numéro, c'est-à-dire si jamais le gérant le sert. Donc il reçoit sur CS le numéro qu'il a demandé, alors eh bien il va noter le fait qu'il a réussi à consommer quelque chose. Et donc il va augmenter son nbconso. Donc ça, c'est plutôt clair et c'est pas trop dur. Ça c'est le consommateur. On récapitule. Il réagit à l'input fin, qui est la fin du jeu qui nous vient de l'extérieur. Il réagit à l'input CI qui vient de l'extérieur et qui est une injonction de consommation. Il réagit à l'input CS qui est l'acknowledgement, la réponse du gérant. Et il réagit et il émet le output C qui est la demande, la requête qu'il envoie au gérant. Et il émet le output FCI vers l'extérieur qui est l'envoi du log à la fin. Et il a une variable interne qui s'appelle numéro, qui est constant, et pour se souvenir qui il est. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il met sa variable à 0, et puis il va boucler et s'arrêter lorsqu'il reçoit le signal fin. Quand il envoie le signal fin, il envoie son log, son nbconso sur FCI. Et ce qu'il fait, c'est qu'il boucle, il attend de recevoir une injonction de consommation. Quand c'est le cas, il écrit au gérant, il attend de recevoir la réponse du gérant, et quand il reçoit la réponse, si la réponse est égale à son numéro, alors son nbconso est égal au nbconso plus 1, il a consommé une chose en plus. Bon. Très bien, maintenant on peut passer au producteur. Et le producteur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il en reçoit fin de l'extérieur, évidemment. Hein, il s'arrête quand il reçoit fin. Et puis, il va avoir une structure qui est équivalente à ce qu'il y a tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va avoir une loop, end loop, à l'intérieur. Et que cette loop, elle va elle-même être encadrée par un abort
when fin. D'accord? Et c'est juste que fin, ça sonne la fin de la récréation, enfin la fin du jeu pour tout le monde. Et donc, il va émettre sur son canal FP, il va émettre sa variable nbprod. Ça, c'est la même chose que pour le consommateur. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne à l'intérieur de la boucle pour le producteur. On nous dit qu'il commence à produire dès le début. Et donc, pour produire, ce qu'il fait, c'est qu'il attend 3 ticks. C'est la durée de fabrication du produit. Ensuite, il se souvient qu'il a produit. nbprod égale nbprod plus 1. Et ensuite, il émet P. Donc, il émet un signal de production pour le gérant. Et ensuite, il attend que le gérant lui réponde que c'est bon. Et il envoie immediate PS. Il attend une réponse du gérant. Quand il a reçu la réponse du gérant, il se remet à produire. Bon, ça, c'était facile. Le producteur et le consommateur. Maintenant, la partie intéressante, ça va être le gérant. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a comme input pour le gérant? Fin, qui permet d'arrêter. Il faut qu'on ait une constante qui nous dise combien on peut stocker de choses dans le gérant. Vous savez, c'est tout l'intérêt des producteurs consommateurs, c'est d'avoir un gérant qui a une place limitée. Il va recevoir comme input un input entier de la part des consommateurs. Il va recevoir comme input juste un signal de la part du producteur. Il peut recevoir les deux en même temps. Il va pouvoir envoyer des signaux internes qui sont est-ce que je suis au max, est-ce que je suis vide. Ça, on va voir à quoi ça sert tout à l'heure. Il doit répondre au consommateur sur le canal CS. Et il doit répondre au producteur sur le canal PS. Pof, pof, pof. Et il va partager son stock avec un canal interne ici qu'on va voir. Et puis, il faut qu'à la fin, il puisse dire combien de produits il reste en stock. Et ça va être sur le canal FS. Donc là, ces choses-là, c'est les choses qui correspondent à ce qu'il y a sur le schéma. D'accord? Ce qui rentre et qui sort du gérant. Ce qu'il y a ici, c'est des choses qu'on ne peut pas deviner à l'avance. C'est des choses dont on va avoir besoin pour écrire le code interne du gérant. Alors, ce qui est important, c'est qu'on veut qu'il y ait deux branches séparées des deux côtés. Alors, comment on va faire ça? Bon, déjà, on veut qu'il y ait une variable stock. On a le droit de faire une variable stock. C'est juste que si jamais on fait deux branches, la variable stock ne pourra pas être accédée de chaque côté des branches. Ne pourra pas être partagée. Et puis évidemment, on va encapsuler tout le code du gérant dans un abort when fin. Et lorsque c'est la fin, on va émettre sur fs la valeur de la variable stock. Ça, c'est comme les autres, ça ne change rien. Alors, ensuite, il nous faut un mécanisme pour gérer l'attente à l'intérieur de ce truc-là. Cette attente, on va l'appeler avec la variable attend, qui permet de dire si je suis plein ou si je suis vide. Donc attend est false, et c'est un boolean in and var. Ensuite, je vais je vais déclarer des signaux internes. Du coup, j'ai pas besoin de les déclarer au-dessus, non? Ah si. Ah si, d'accord. Donc je vais déclarer mes signaux internes ici. Et mes signaux internes, je vais les appeler max L pour max local.
vide L pour vide local et STL pour qui va être un combine integer with plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de faire? C'est que à chaque pas de boucle, je vais utiliser des signaux internes pour faire communiquer les deux moitiés de mon gérant. Le signal max L va permettre de dire attention, j'arrive au max, il ne faut pas que tu prennes un produit, il ne faut pas que tu stockes un produit. Il y a le vide L, ça veut dire attention, je suis vide, il ne faut pas que tu répondes oui à une demande d'un client. Et le signal stock, il va permettre de dire si jamais le stock n'est ni vide ni plein et qu'il y a un consommateur qui consomme en même temps qu'un gérant, il faut que je me rappelle de la composition des opérations de chacune des deux branches. Il y a une branche ici qui va vouloir potentiellement retirer 1 à stock, c'est la branche qui gère la consommation, et il y a une branche qui va potentiellement ajouter 1 à stock, c'est la branche qui gère la production. Donc ces deux branches modifient stock, sauf qu'on n'a pas le droit de partager la variable stock. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un signal qui va combiner la volonté de modification de stock des deux branches, et qui va appliquer cette volonté de modification une fois que le branchage sera fini. Donc on va avoir quelque chose... donc ça c'est les signaux internes, et on va avoir un n signal ici. Et qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On va avoir une loupe qui va être ce qui se passe à chaque instant. Donc c'est une loupe qui finit par une pause. Et au début de la loupe, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si le stock est au maximum. Si le nombre de choses qui sont au début d'un tour, si vous voulez, même si la notion de début est très compliquée, on va regarder, avant de se séparer, en fait, on va utiliser ces signaux locaux pour la séparation. Si vous voyez le flot de calcul, vous allez avoir un truc comme ça. À chaque instant, on a un code ici, un code là, et deux codes en parallèle. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas, dans ce code ici et dans ce code là, il y a des variables, et l'idée, c'est que c'est interdit de partager ces variables au moment où on se divise en deux branches. Quand on se divise en deux branches parallèles, c'est interdit de partager ces variables. Donc comment on va faire pour partager ces variables? On va utiliser des signaux. On va utiliser le signal rond et le signal carré ici. Les signaux vont être émis, par exemple, là. Alors je ne devrais pas faire ça. Je devrais faire un truc comme ça. Le signal rond ici est émis, et il va pouvoir être écouté par les deux signaux-là. Le signal carré va pouvoir être émis et combiné par les deux moitiés, et il va pouvoir être lu ici. Donc le main du programme va communiquer avec ses sous-threads, si vous voulez, avec ses fils, en utilisant des signaux. Plutôt que de partager la valeur de rond et de carré, on va utiliser un signal que lui va émettre et qui va pouvoir être lu par les deux sous-moitiés, et les deux sous-moitiés vont émettre un signal qui pourra être combiné, qui va être lui ici. Et là, ça nous force à faire les choses proprement, puisqu'on ne peut pas faire de course. Puisqu'on ne peut pas partager une variable, et qu'on ne peut pas émettre des valeurs différentes pour un signal si elles ne sont pas combinées, ça nous permet de ne pas faire une course et de manipuler correctement des variables, alors qu'on a deux entités qui calculent en même temps. C'est du vrai en même temps, parce qu'on est dans un modèle sur les automates. Donc, if stock égale max, qu'est-ce qu'on fait? If stock égale max, then emit, alors, if stock égale, then emit maxL, ouais, c'est ça. Si le stock est au max, on va émettre un signal que les deux branches vont pouvoir lire. Mais par contre, parce que les deux branches, elles pourront pas, une fois qu'on va arriver dans le truc ici, hein, on va arriver, je vous spoil, on va arriver au moment où on se divise en deux branches. Une fois qu'on arrive en deux branches, on ne peut plus regarder stock. Puisque stock, une variable, ne peut pas être partagée dans deux branches. Mais par contre, on pourra regarder les signaux présents. Donc si stock égale max, on émet max L. Sinon,
if stock égale 0, then emit vide L, le vide local, and if. Donc la partie au début, ce qu'elle s'occupe de faire, c'est d'émettre des signaux max L ou vide L pour les deux moitiés ici. Les deux moitiés, on va les écrire. La moitié qui vise le client, elle est facile. On regarde, est-ce que C est présent? Si C est présent, c'est-à-dire qu'un client a demandé quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va émettre -1 sur le canal STL. Canal STL, c'est le canal de stock local. Et donc, on va faire -1. Et ensuite, on va émettre CS de la valeur de C. Donc, on va renvoyer au client qui nous demandait quelque chose le fait que oui, il est servi, mais en mettant -1 dessus. Sauf que, peut-être qu'on est vide. Si on est vide, on ne peut pas servir un client. Alors, si on est vide, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait rien. Donc on fait present, si videl est présent, on fait rien. Et sinon, on fait ça. Donc là, le code de la partie qui gère les clients du gérant, c'est de dire, si jamais j'ai une demande d'un client, je regarde si je suis vide. Si je suis vide, je fais rien. Sinon, je mets -1 à ma variable de modification de stock interne, à mon signal de modification de stock. C'est-à-dire qu'à la fin, je devrais faire -1 à mon stock. Et j'émets la valeur de... Et j'émets sur le signal de client servi la valeur qui identifiait quel client m'a demandé quelque chose. Ensuite, je vais faire la partie qui gère le producteur. La partie qui gère le producteur, elle regarde si le producteur a produit. Si le producteur a produit, elle regarde si je suis au max ou pas. Si je suis au max, c'est-à-dire si au début, je me suis envoyé à moi-même le signal que j'avais atteint le max, alors je suis obligé d'attendre. Et donc je passe la variable attend à true, qui n'est pas une variable partagée, parce qu'elle n'est utilisée que dans une seule des deux branches. Donc je passe attend à true, et si c'est pas vrai, alors j'émets... alors si c'est pas vrai, je peux produire, donc j'émets S de 1, STL de 1. Je rajoute +1 à mon stock. Et ensuite, j'émets PS pour dire au producteur que j'ai bien reçu sa production. Et ensuite, je regarde si le stock était vide. Si je viens de produire quelque chose alors que le stock était vide, alors ce que je vais faire, c'est que je vais émettre CS de 0. C'est-à-dire, si jamais le stock était vide, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des clients qui sont en train d'attendre un acknowledgement. Vous voyez, les clients ici, si jamais le stock est vide et qu'ils ont fait un C, ils ne reçoivent pas de CS. Parce qu'ils le recevront plus tard, au moment où on remplit le stock vide. Donc si jamais le stock était vide ici, alors on émet CS pour réveiller les clients, pour leur dire bah non, désolé, on vous a pas servi, vous avez attendu pour rien, mais vous pouvez recommencer, on vient d'avoir quelque chose en stock. N present. Maintenant, si jamais P n'est pas présent. Alors normalement, si j'ai P n'est pas présent, il faudrait... qu'est-ce que ça peut vouloir dire que P n'est pas présent? Si on n'a pas produit, on va regarder est-ce qu'il faut relancer la production. On va regarder est-ce que je suis au max. Si je ne suis pas au max, alors ça veut dire que je peux relancer la production. Si je ne suis pas au max, il faut que je regarde est-ce que je suis en train d'attendre. C'est-à-dire est-ce que j'ai stoppé la production. Si je suis en train d'attendre, alors il faut que j'accepte le produit qui n'a pas été accepté quand je suis arrivé au max. C'est à cet endroit-là. Si jamais le producteur a produit,
mais que j'étais au max, alors je n'ai pas émis PS, et je me suis mis en attente. Donc là maintenant, si jamais il n'y a pas de production ce tour-ci, il faut que je regarde si je suis au max, si jamais il n'y a pas eu une consommation entre-temps. S'il y a une consommation entre-temps, je regarde si j'étais en train d'attendre. Si oui, ça veut dire qu'il y avait un paquet qui était en attente du producteur. Maintenant, je l'accepte. Et donc, je peux dire au producteur de continuer. Donc, je passe attend à false. Et je peux dire au producteur de continuer. Et voilà pour la moitié qui gère le gérant. Donc vous avez vu comment on gère les... Vous savez, hein, maintenant, vous l'avez fait tellement de fois, que l'intérêt des producteurs consommateurs, c'est de gérer les stocks vides ou pleins et de réveiller les choses quand il le faut. Donc là, vous avez vu, on passe tout avec des choses internes, max, vide, STL, qui nous permettent de communiquer entre les différentes parties du gérant et de faire ce qui va bien. Maintenant, une fois qu'on a fait ces deux branches-là, celle-là qui gère le consommateur et celle-là qui gère le producteur, et bien il faut récapituler les choses, c'est-à-dire qu'il faut regarder est-ce que S était présent. Si S est présent, ça veut dire qu'on a fait des modifications sur le stock. Est-ce que STL, pardon, ça c'est STL et ça c'est STL. Si STL est présent, c'est qu'il y a eu des modifications, soit par lui, soit par lui. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je combine ces modifications, mais ça marche, parce que STL, il est défini comme un combine integer with plus. Donc si on a un qui fait moins 1 et l'autre qui fait plus 1, ça fera 0. Si on a qu'un seul des deux, bah, ça fera la valeur, ça modifiera le stock avec la valeur des deux. Donc si jamais STL est présent, stock, ça va être égal à l'ancienne valeur de stock plus la valeur de STL. Et ensuite, on peut émettre sur la sortie, on peut, pour informer l'observateur, if stock égale max, then emit max. On n'est pas obligé de le faire, mais ça permet d'émettre à l'extérieur ce qui se passe. Else, if stock égale 0, then emit. Ça, c'est les signaux max et vide qu'on avait définis ici, qui permettent de parler de ce qui se passe. Et voilà pour le gérant. Il nous reste une chose à faire pour cet exercice, c'est le main, où on met ensemble deux consommateurs et un gérant. Alors, module main, constante max égale 5, input fin C1, C2, relation C1, C2. Alors ça, c'est ce qu'on disait dans la première question, hein, c'est que C1 et C2 sont mutuellement exclusifs, on ne peut pas y avoir les deux en même temps. Donc ça va aider le compilateur de dire ça. Output P, output CS integer, donc là il faut définir tous les canaux. Output PS, output max V, output FP, integer, FS, integer, FC1, integer, FC2, integer, output ST, integer, signal CL, integer. Ça c'est pour utiliser les signaux, le signal interne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire run gérant. Et pour le gérant, il faut lui indiquer sa constante
max en disant que c'est 5. Normalement on n'a pas besoin de faire un max max, quoi. Ça marche. Et signal CL sur C. Ensuite en parallèle on va mettre un producteur et pour le producteur il n'y a rien besoin de mettre. Pour les consommateurs il faut les instancier. Donc le premier consommateur on va lui mettre 1 comme numéro et du coup son signal de son signal CLCC, bon ça c'est comme le gérant ici, 1 pour son numéro, son signal CI c'est C1 et son signal FCI c'est FC1. Et on va faire le deuxième consommateur exactement pareil. Et il nous faut... c'est tout. Et voilà. Et on a fini. Donc on finit pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez retenir ici? Vous devez retenir non pas la syntaxe, hein, parce que j'espère que quand vous réviserez tous les exemples du cours et du TD. Et donc vous rappellerez les différentes choses intéressantes, les loop each, les await, les abort when, ce genre de choses. Bon, ça devrait revenir assez vite. Ce qui compte évidemment, c'est les différentes utilisations de structures particulières qu'on a faites aujourd'hui. On a fait des choses, au début on a discuté sur le fait de faire un loop et de faire un await ou un await immediate. Ensuite, dans l'exercice 2, on a discuté sur la généricité, hein, le fait de pouvoir mettre en paramètre d'instancier des signaux. Et puis, on a utilisé des signaux valués pour communiquer en rajoutant des modules qui pouvaient communiquer avec des autres. Et on a vu que cette histoire d'attendre un D immédiat qui est lui-même contrôlé par l'absence de signal R, eh bien c'est possible, c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut faire assez facilement grâce à la magie d'Esterel. Et puis surtout, ce que je veux que vous reteniez, notamment pour l'examen, et aussi pour plus tard vous souvenir de ce qui a été fait à l'intérieur du noyau d'Esterel et ce qui a donné après SCADE par exemple, qui est utilisé dans l'industrie. Ce qui a été fait, c'est cette réflexion autour du fait qu'on veut évacuer les problèmes de course qu'on a eu pendant des dizaines d'années sur des variables partagées. Et donc du coup, on ne peut pas partager de variables. Si on déclare une variable, elle peut être utilisée que dans une seule des deux branches parallèles qu'on crée. Et si on veut utiliser une variable dans les deux branches, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser des signaux pour partager de l'information entre les branches. Donc ici, on veut dire à nos deux branches que la chose est peut-être vide, peut-être pleine. Et donc pour ça, on utilise des signaux internes vide et max qui nous permettent de parler aux deux branches. Et donc les deux branches peuvent se rendre compte est-ce que le signal est présent ou pas. Et on utilise un signal STL qui est émis par les deux branches, qui peut être émis par les deux branches en même temps d'ailleurs, mais dont on combine le résultat pour ensuite modifier la variable. La variable n'est pas partagée, c'est la modification de la variable qui est partagée à travers un signal. Et voilà. Donc voilà, si vous avez des questions sur STRL, posez-les sur le Discord. La semaine prochaine, on fera un petit TD de lustre. Il y aura un petit exo de lustre qui ressemblera à ce qu'on fera en TD la semaine prochaine à l'examen. Il y aura un exo d'STRL à l'examen aussi, probablement plus conséquent. Pas de pièges ou de choses avec trop d'intelligence, de choses où vous devriez réfléchir à la complexité de la chose. C'est plus des applications, des modélisations qu'on aura vues en cours et en TD. Si vous voulez vous entraîner sur STRL, vous pouvez regarder ce qu'il y a dans le cours. Vous pouvez essayer de faire le 4 surtout, l'exercice 4. C'est un exercice qui est plus facile que le 3 et qui est dans l'idée de ce que vous pourrez avoir, en tout cas ou en partie, à l'examen. Le 5 et le 6, c'est quand même assez différent, surtout le 5. Vous pouvez regarder le 4 et le 6 si vous voulez vous entraîner sur des exercices supplémentaires, mais le 5, ne le regardez pas. Maintenant, si vous avez du temps et que vous arrivez à installer STRL sur votre machine, donc ça marche mieux sous Unix
mais attention, il faut que vous ayez les librairies de GCC qui vous permettent de compiler en 32 bits, ou si vous avez accès, je sais pas par quel moyen, aux salles de la PPTI, vous pouvez, il y a STRL qui doit être installé dessus, et il y a GCC en 32 bits aussi. Donc si vous avez le temps et la possibilité, vous pouvez tester ce qu'on a fait ici ou ce que vous écririez vous directement, et c'est vrai que c'est quand même assez visible. Parce que Christine, elle l'a fait pendant son TD, je sais pas si elle l'a enregistré, vous pouvez voir avec les étudiants du TD de Christine. Et moi, désolé, j'ai pas eu le. J'ai pas réussi à configurer à temps mon Windows pour que ça marche sous Windows. Sachant que comme c'est quelque chose qui est plus maintenu depuis une quinzaine d'années, c'est vrai que c'est assez difficile. Il y a des liens qui marchent plus. Je vous ai mis des liens qui marchent sur le Discord et c'est assez difficile de trouver des supports en ligne pour STL. Donc voilà, retenez la philosophie du design des programmes en STRL, essayez d'imaginer à quoi ça peut servir et la manière dont ça nous fait réfléchir au partage à travers les signaux plutôt qu'à travers les variables. Et on arrête pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine.